l'habitude de dire merci d'être aussi nombreux, mais là c'est merci d'avoir d'être venu. On apprécie vraiment. Voilà. Et donc aujourd'hui dans cette présentation, je crois que c'est comme tous les lundis à l'IREMO, présentation de livres d'actualité ou qui concernent la région. Et on a aujourd'hui un peu un livre, je vais dire, très original, qui n'est pas un essai, qui n'est pas une étude, qui n'est pas un roman, pas un vrai roman non plus, puisque c'est un récit, c'est par Justine Augier qui a toujours un petit peu ce talent d'attaquer un livre par un angle un peu de façon assez inattendue ou inhabituelle. Justine Augier qui a un peu collé ces dernières années beaucoup au terrain syrien, à la Syrie, puisque ses derniers livres de l'ardeur s'est porté sur la vie de l'avocate syrienne Hazan Zaitouni qui est disparue maintenant depuis 2013, de l'avoir tué sur fond de la révolution syrienne au début dans ses premières années. Puis un autre livre encore avec un autre personnage syrien, un grand personnage syrien qui est Yassine Haj Saleh, qui s'appelait Par une espèce de miracle. Et toujours avec un angle de récit assez particulier. Bienvenue Justine, je suis un peu déjà débordée. Oui, j'avais continué sur ce récit donc qui est toujours la Syrie pour scène, on va dire, et qui porte sur une histoire, une affaire, un scandale dont vous avez probablement entendu parler, c'est-à-dire celui de l'entreprise de l'usine du cimentier français Lafarge en Syrie, et comment elle va nous raconter, ils se sont comportés avec la nouvelle usine en pleine guerre civile en faisant des compromissions dans tous les sens. Mais je sais pas moi qui vais raconter. En fait, il s'agit d'une enquête sur une enquête. Le travail que tu as fait, c'est enquêter sur une enquête, puisque les principales héroïnes, j'allais dire, de ce récit sont 3 jeunes avocates, juristes, qui vont poursuivre, faire tout le travail d'enquête pour aboutir au procès de l'usine Lafarge. C'est comment quand on fait une enquête sur une enquête? Alors, c'était pas l'idée de faire une enquête sur une enquête, mais c'est vrai que cette histoire Lafarge, bon, j'en ai entendu parler comme tout le monde en 2016 quand a paru un article dans Le Monde sur l'affaire. Que tout de suite cette affaire, elle m'a interpellée, puisque je travaillais à cette époque à mon livre sur de l'ardeur, et à cette idée de dire que ce qui se passait en Syrie nous concernait aussi ici. Et évidemment, tout d'un coup, cette affaire Lafarge, c'est une énorme multinationale française implantée en Syrie, des bénéfices faits en Syrie qui reviennent à la France, des compromissions qui concernent les Français et qui se font là-bas en Syrie. Donc, évidemment, ces liens, tout d'un coup, ils étaient indéniables. Et pour ça, cette affaire, elle m'intéresse depuis lors. Mais il n'était pas question pour moi de me lancer dans un seul récit sur cette affaire. D'abord parce que j'ai besoin, quand je m'engage dans un travail... On peut peut-être rappeler quand même, tout le monde n'est pas familiarisé exactement. Je vais la rappeler. Oui. Je termine juste sur cette question sur l'enquête c'est vrai que j'avais pas du tout le courage de me lancer dans le récit de cette affaire si sordide, en fait. Et que c'est quand j'ai découvert le travail des juristes, et donc cette idée que peut-être
l'impunité dans ce cas-là ne serait pas totale. Et donc j'ai découvert cette lueur quelque part d'espoir que j'ai voulu me lancer dans ce récit. Et donc c'est une enquête sur même plusieurs enquêtes, puisqu'il y a d'abord l'enquête de la journaliste et l'enquête des juristes. Donc pour rappeler les faits de l'affaire, Lafarge acquiert une entreprise égyptienne en 2008 extrêmement importante qui s'appelle Orascom et qui a qui est propriétaire de cette carrière et d'un terrain gigantesque dans le nord de la Syrie. Et donc Lafarge investit des centaines de millions de dollars pour faire sortir cette usine extrêmement moderne, immense, etc., située grosso modo entre Alep et Raqqa dans le nord de la Syrie, et elle l'ouvre en grande pompe dans le cadre aussi de la diplomatie économique. En quelle année ça, c'est important? Elle l'ouvre en 2010, donc là c'est vraiment Bachar el-Assad est déjà venu sur les Champs-Élysées le 14 juillet. On est en plein dans ce grand boom de la coopération économique entre la France et la Syrie. Et donc elle ouvre en 2010 et évidemment en mars 2011 la révolution advient et peu à peu la guerre se développe dans le pays. Et donc très rapidement, les dirigeants de Lafarge décident de mettre à l'abri leurs expatriés. Donc ça, c'est quand même le premier des scandales. C'est la manière dont ils ont traité leurs salariés syriens qui, eux, en revanche, ont dû rester sur place, ont dû continuer de venir travailler quotidiennement, alors que la région, si elle reste à peu près tranquille jusqu'au début 2012, commence ensuite vraiment à être le théâtre d'affrontements qui ne vont plus cesser. D'abord entre l'armée syrienne libre et les forces du régime, et puis ensuite entre les forces de l'armée syrienne libre elles-mêmes, les groupes djihadistes qui commencent à prendre le pouvoir dans la région, et puis les forces kurdes également. Donc ça va vraiment être une zone de conflit extrêmement intense. Et donc pour continuer à opérer dans cette situation, peu à peu, ils vont se mettre à payer en fait les groupes armés présents dans la zone, mais pas seulement dans la zone, un peu plus largement aussi, pour assurer l'approvisionnement de matériaux et assurer aussi le transport de leur ciment et le transport des salariés. Donc voilà, peu à peu, ils se mettent à financer les groupes armés et ça va durer quand même très longtemps. Ça va durer plus de 2 ans et finalement ils vont essentiellement payer à la fin Daesh qui aura pris le contrôle très largement de la zone et puis aussi des zones desquelles viennent les matières premières dont ils avaient besoin. Oui, quand je dis c'est une enquête dans l'enquête, c'est-à-dire que vous avez dû quand même aller à la source d'information. Vous avez passé beaucoup de temps à retrouver soit sur le terrain syrien, tout ce qui se passait à ce moment-là. Il y avait des vidéos, des comptes rendus, des témoignages, etc. Et puis après, dans l'autre versant, rentrer dans la machine, Lafarge en quelque sorte, donc le comportement des gens de Lafarge. Donc, comment vous avez travaillé pour arriver à reconstituer, à bien il y a beaucoup d'informations qui sont sorties sur cette affaire au cours des années. Et effectivement, là où peut-être en tant qu'écrivaine, c'est un peu différent, c'est le temps que je peux y consacrer et le temps qu'offre aussi, le rapport au temps de la littérature qui permet vraiment de déployer cette histoire dans tout son contexte, dans toute sa complexité. Et comment j'ai travaillé beaucoup avec les juristes impliqués qui travaillent pour les associations Sherpa et ICCHR, le Centre européen pour les droits humains basé à Berlin, mais qui, elles, m'ont informé sur leur travail, mais pas sur l'affaire elle-même, puisqu'elles n'avaient pas le droit de le faire. Et puis voilà, ensuite, c'est des sources diverses. J'ai rencontré également des salariés syriens. Je peux pas rentrer dans le détail des sources que j'ai rencontrées, mais l'idée c'était d'avoir vraiment de reconstituer
la manière la plus complète possible cette histoire-là et d'avoir ce rapport au temps, mais également parce que c'est aussi ça que fait la littérature, d'incarner cette histoire le plus possible en étant au plus près de ses protagonistes. Oui. Sachant que on va peut-être dire un mot parce que c'est important. Comment vous êtes arrivé? Parce que c'est c'est un livre vraiment en deux temps, il y a les bons et il y a un côté les positifs et les négatifs entre les gens de Lafarge et celles qui enquêtent sur eux. Comment ça s'est passé du côté, justement, de ces 3 femmes? Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de ces 3 jeunes juristes? Alors, elles sont pas simplement 3. Au début, effectivement, oui, j'ai elles vu, sont 3 à écrire la plainte. Elle travaille donc pour l'association Sherpa qui lutte contre les crimes commis par les grands acteurs économiques. Donc à l'époque, elle travaille également sur d'autres affaires, par exemple une plainte pour complicité de génocide contre BNP Paribas qui a autorisé des transactions financières entre la Banque du Rwanda et des marchands d'armes en plein génocide. Par exemple, l'affaire Vinci au Qatar, sur la manière dont la multinationale a traité ses salariés sur les chantiers de la Coupe du Monde, juste pour donner 2 exemples. Et donc voilà, elles, dès qu'elles ont vu l'article dans Le Monde, elles se sont dit, parce que ce qu'elles font, ce qu'on appelle du contentieux juridique, elles ont c'est une association qui a peu de ressources naturellement, et donc il faut choisir des cas qui vont être emblématiques et qui vont vraiment permettre de faire avancer le droit, qui vont permettre de faire avancer la norme juridique et également de changer les mentalités en fait sur toutes ces questions de responsabilité des multinationales, parce qu'il faut bien se rendre compte que en France les multinationales pour l'instant échappent à peu près à la loi, à peu près complètement pour ce qu'elles font à l'autre bout du monde. Donc ce sont pas des justiciables comme les autres. C'est qu'en France. Non, c'est particulier à la France. C'est pas particulier à la France. Mais voilà, aujourd'hui c'est comme ça que les choses se passent. Les multinationales se fixent elles-mêmes en fait des principes directeurs, des codes de conduite et des règles en fait et ensuite elles établissent si oui ou non elles ont suivi les règles qu'elles se sont fixées pour elles-mêmes. Donc c'est quand même une situation très très particulière et un peu aberrante. Donc elles luttent contre ça et elles ont donc commencé en 2016. Elles ont porté la plainte contre Lafarge pour financement d'entreprises terroristes, pour mise en danger de la vie d'autrui et puis pour complicité de crimes contre l'humanité. Et c'est la première fois au monde qu'une personne morale est mise en examen pour un tel chef d'accusation. Et donc elles sont 3 au début, mais dans une structure associative, et puis elles s'associent donc au ICCHR à Berlin. Et en fait, c'est vraiment des femmes qui vont travailler de manière extrêmement collective sur le temps long, dans l'ombre, et se passer le relais. En fait, ça fait 8 ans donc que de ces associations se consacrent à cette lutte qui est très longue, parce que face à elles, elles ont les plus grands cabinets d'affaires de Paris, des dirigeants et une multinationale, oui, qui ont à leur disposition eux des ressources à peu près illimitées et qui donc évidemment en profitent et tentent de ralentir l'affaire, d'utiliser tous les recours à leur disposition pour également faire tomber certains chefs d'accusation et ralentir les choses et rendre aussi les choses un peu de plus en plus complexes en fait. Voilà, donc c'est ça leur travail. Mais c'est beaucoup, alors ça c'est quelque chose d'assez... ce sont des femmes. Ouais. Il y a presque exclusivement de la journaliste au juriste, après en France, en Allemagne, c'est toujours des femmes. Comment c'est exprès? Est-ce que c'est exprès ou est-ce que c'est par hasard et pourquoi? Quand je me suis mise à enquêter, je me suis effectivement rendu compte que j'étais face à une situation extrêmement caricaturale qui, même en tant qu'écrivaine, peut être embarrassante parce que c'est presque trop en fait. C'est-à-dire que d'un côté, tous les mis en examen sont des hommes. Oui. Au début, ils sont défendus presque exclusivement par des hommes. Ensuite, il y a quelques femmes qui vont finir par les défendre. Et en face, les juristes des associations sont exclusivement des femmes. Bon,
quand on est face à une situation si énorme, évidemment, ça peut pas être anodin. Les explications, elles sont multiples, j'imagine. Je crois d'abord que la manière dont elle travaille, le fait que donc ce sont des juristes, ce sont des avocates à l'origine, qui ont fait donc exactement les mêmes études que les avocats qui sont en face d'elle. En face d'elle. Et qui ont fait des choix évidemment très différents, qui ont par exemple renoncé à la plaidoirie, à la lumière, enfin, et qui travaillent dans l'ombre. Donc je pense que peut-être ça a à voir avec ça, avec cette affaire d'humilité, de choix quand même très courageux, mais qui vont aussi sans reconnaissance. Et puis ensuite, bon, on a quand même dans cette affaire deux visions du monde qui s'affrontent aussi. Et c'est peut-être pas un hasard si, voilà, d'un côté ce sont des femmes et de l'autre des hommes. Oui, en plus, bon, elles sont vraiment formidables, les femmes, et les hommes, ils sont tous horribles. Ouais, qu'ils soient français, syriens. Si, il y a quand même témoins syriens, non, ceux qui travaillent. Il y a quand même les salariés syriens. Oui, il y a quand même les salariés syriens qui sont pas trop méchants. Mais c'est vrai que là, on a l'impression que c'est probablement le hasard aussi. Peut-être. Après, voilà, on a d'un côté, si vous voulez, des forces qui tentent de préserver un certain ordre du monde, qui tentent de préserver des privilèges, une forme d'impunité, etc. De l'autre côté, des forces qui œuvrent plutôt à la justice, à modifier cet équilibre général. Donc voilà, je peine à croire que ce soit totalement anodin. Oui, c'est ça. Mais bon, vous rentrez très en détail. Alors là, ça c'est le côté femmes qui ont vraiment travaillé avec acharnement, en toute discrétion, et pour un idéal finalement, enfin, pour vraiment une cause. Et de l'autre côté, un cynisme on rentre dans la grande entreprise, dans cette multinationale, personnage par personnage, enfin chef, dirigeant par dirigeant. Et là, vous avez quand même passé beaucoup de temps justement à lire. Il y en a qui ont écrit des bouquins, il y en a on peut consulter leur compte rendu. Enfin, c'est. Oui, j'ai passé beaucoup de temps avec oui, c'est pour ça que j'ai une vraie enquête, oui. D'une certaine manière, et c'est vrai que. Alors, ce qui m'a frappé, je crois, enfin, je disais ces deux visions du monde qui s'affrontent, c'est vrai, et c'est finalement assez complexe quand même, mais l'une des choses qui m'a frappé chez eux, c'est c'est une espèce de vision de la Syrie, mais globalement du monde en fait, comme d'une sorte de terrain de jeu en fait, de territoire à maîtriser, et d'une vision complètement dépeuplée des choses en fait. Là pour le coup, c'est très frappant, et même encore aujourd'hui quand ils s'expliquent, en fait, ils ont recours à cette espèce de vieil imaginaire. Ils expliquent les collusions avec l'État, les services de renseignement. Enfin, en fait, tout devient un peu des affaires de jeu et d'intrigue. Et les Syriens sont complètement absents, en fait, de leur discours. Leur calcul. Et face à eux, les juristes, elles, au contraire, enfin, au centre de l'affaire pour elles, et d'ailleurs, il n'y aurait pas d'affaire Lafarge sans les salariés syriens, parce que c'est eux qui ont, au départ, documenté cette affaire, qui ont informé sur ce qui s'était passé. Et donc, elles mettent ça au centre, et elles ont une écoute, pour le coup, totale, en fait, de leur témoignage, dont elles prennent soin, qu'elles reçoivent avec le plus grand des sérieux, et elles se battent pour qu'il reste au centre de l'affaire. Mais face à ça, oui, il y a cette espèce de vieille vision imprégnée de logique coloniale, quoi, qui est encore très très vivace, et des logiques de l'entreprise, oui. extrêmement cynique, et qui s'exprime à travers une langue aussi que j'essaye de faire entendre dans ce livre, parce que je pense que cette langue, elle est pas du tout innocente dans cette histoire, et je pense même qu'elle est en fait cette langue à laquelle on est très habitué, cette langue de l'entreprise, du management qui n'est plus réservée d'ailleurs seulement à l'entreprise, qui inonde d'autres champs, y compris le champ politique.
En fait, ce sont des hommes qui toute la journée parlent de principes, de valeurs, d'éthique et qui vident en fait les mots de leur sens, qui ont un vocabulaire extrêmement pauvre. Alors par exemple, pendant 3 ans, ils ne mentionnent pas le mot guerre dans leur compte rendu. Ils parlent de troubles, ils parlent d'incidents. Et en fait, ça va être une langue qui semble très inapte en fait à comprendre ce qui se passe autour d'eux. Et pourtant, ce qui se passe autour d'eux devient de plus en plus hurlant, puisque les crimes commis se rapprochent peu à peu de l'usine, prennent de l'ampleur, deviennent vraiment impossibles à ignorer. Enfin, ils sont relayés dans les grands médias, par les grandes organisations internationales, etc. Et malgré tout, ils continuent d'avoir cette langue qui considère en fait le réel. Par exemple, quand ils évoquent les risques sont toujours rapportés aux bénéfices. Enfin, il n'y a pas d'autre manière de les envisager en fait. Donc voilà, et ça me semblait aussi important de dire que cette langue-là, à laquelle on est très habitué, et en fait, elle est, je crois, dangereuse en fait, dans sa grande distance avec le réel, dans son incapacité à penser les choses. Est-ce que, bon, vous avez pu avoir tout ce qui est public, est-ce que vous avez essayé d'entrer en contact avec les gens qui que ce soit dans Lafarge? Alors, j'ai pris contact avec 2 avocats qui n'ont pas donné suite à ma demande de rendez-vous. Et puis ensuite, j'ai en fait pris mon parti de ne pas chercher davantage. Je crois que mon livre, je suis pas journaliste, je suis pas tenue au contradictoire. J'ai pas non plus voulu écrire un livre à charge. J'ai tenté de comprendre leur logique, j'ai tenté de comprendre la manière dont ils avaient leur propre parce que il y a les dirigeants, mais il y a derrière eux la personne morale justement. Oui. Il y a aussi derrière eux cet ensemble d'intérêts, d'actionnaires, d'administrateurs qui finalement permettent que les crimes soient commis, ou même peut-être encouragent la commission de ces crimes, et à qui les crimes profitent, puisque ces personnes, les dirigeants, ne sont pas enrichis personnellement. Donc j'ai vraiment tenté de comprendre toutes ces logiques, mais résolument, mon livre, il s'inscrit aussi dans une tentative de rééquilibrer les forces, une tentative modeste, mais voilà, réelle de rééquilibrer les forces. Donc j'ai pris mon parti de ne pas passer davantage de temps à essayer de les contacter. Où est-ce qu'on en est, je sais plus, juridiquement aujourd'hui, du procès, de l'instruction, Alors, juridiquement aujourd'hui, l'instruction est close sur le volet financement d'entreprises terroristes. Donc, sur ce volet-là, et aussi sur la violation d'un embargo, parce qu'il y a aussi ce chef d'inculpation. Donc là, il devrait y avoir un procès sur cette partie de l'affaire. En correctionnel, je sais pas, d'ici peut-être 1 an ou 2, les temps de la justice m'échappent un peu. Il y a encore des recours possibles, j'imagine. Et puis il y a l'autre volet de l'affaire sur lequel l'instruction est encore en cours et qui, pour l'instant, comprend donc la complicité de crimes contre l'humanité, qui là donnera lieu à un procès aux assises. Et aujourd'hui, la Cour de cassation, dans sa dernière décision, a donc validé cette mise en examen pour complicité de crimes contre l'humanité, mais a cassé la mise en examen pour mise en danger de la vie d'autrui, ce qui est quand même quelque chose de très problématique, parce que ça veut dire que aujourd'hui, les Syriens ne sont plus au cœur de l'affaire. Pas de l'affaire, mais de la procédure judiciaire. Et donc, les juristes tentent de retrouver des chefs d'inculpation qui puissent permettre aux Syriens d'être présents, pas seulement en tant que témoins, mais en tant que victimes quand aura lieu ce deuxième procès. Est-ce que une histoire comme ça, une affaire comme ça, c'est exceptionnel, c'est une première? Est-ce que c'est vraiment lié, rendu possible par le terrain syrien, par les circonstances du terrain syrien un peu? Ou est-ce que Lafarge, par exemple, peut avoir eu des situations similaires ailleurs?
Mais ça ne concerne pas que Lafarge. Tout à l'heure, j'ai donné 2 exemples d'affaires qui étaient en cours, Oui. sur lesquelles Sherpa travaillait. J'ai parlé de Vinci, de BNP, et il y en a bien d'autres. La dernière plainte qui a été déposée, je crois, par Sherpa et le ICCHR, c'est contre les fabricants d'armes français pour leur complicité des crimes commis au Yémen par les Saoudiens et les Émirats Arabes Unis. Donc, en fait, ces histoires, elles sont extrêmement nombreuses. Elles concernent pas que les multinationales françaises, elles concernent les multinationales du monde entier qui toutes ont cette manière d'organiser leur irresponsabilité, en fait, dans leur chaîne de production. Donc, c'est-à-dire que, voilà, on se dédouane. Il y a la filiale, en fait, est responsable. Entre la filiale et la maison mère, il y a souvent des sociétés écrans qui permettent, en fait, d'organiser une forme d'impunité. Cette affaire Lafarge, elle est exceptionnelle parce que, en fait, c'est très rare qu'on aille si loin. Et il y a un alignement dans cette affaire qui relève un peu du miracle, en fait, pour être honnête. Enfin, parce que c'est les personnes, c'est une des juristes qui dit c'est un miracle qu'on en soit arrivé là. Parce qu'en fait, tout est organisé normalement pour que ça n'arrive pas. Tout est fait pour que ce rapport de force, en fait, ne puisse pas ne puisse pas vaciller. Et donc au début d'ailleurs, Lafarge fait ce que les multinationales font habituellement dans ce genre de cas, c'est-à-dire qu'ils lancent une procédure interne un peu rude, etc., pour bien dire qu'ils prennent les choses en main, que la justice va être faite, que les dirigeants responsables vont être débarqués. On discute aussi avec, il y a toute une affaire parce qu'à l'Assemblée nationale il y avait une mission d'information sur les financements de Daesh. Et donc, au moment où l'article du Monde est sorti, évidemment, la mission d'information a dû se pencher sur la question. Oui. Mais les députés ont conclu dans leur rapport que Lafarge n'avait rien fait. Et on sait qu'il y a eu des échanges entre les dirigeants de Lafarge et les députés pour dire « vous inquiétez pas, ça va aller », etc. Donc, en fait, l'ordre du monde, c'est celui-là. Et dans ce cas-là, il y a eu un alignement particulier, et notamment, bien sûr, parce qu'il y a cette grande blessure en France du 13 novembre qui fait que cette affaire résonne de manière totalement particulière. Quand on sait, en plus, que donc il y a des millions qui ont été versés, peut-être jusqu'à 15 millions, et une attaque comme celle du 13 novembre 2015... 15 millions versés à Daesh. Au groupe djihadiste dans leur ensemble. Oui. Et on sait que une attaque comme le 13 novembre 2015, le Centre d'analyse du terrorisme évalue à environ 80 000 euros son coût. Donc, enfin, voilà, potentiellement, Lafarge a pu financer, l'argent étant fongible, cette attaque. Donc, évidemment, ça résonne de manière très particulière. Et puis, voilà. Et donc, elle n'est pas unique, cette affaire, mais elle est unique dans la manière dont la justice est en train d'être rendue. Et est-ce que l'équipe, enfin les différentes juristes ou femmes, etc., qui suivent, elles continuent encore? Je veux dire, elles poursuivent ou ça a changé ou elles restent sur d'autres dossiers? Alors, comment ça se passe? Certaines sont encore là. 2 de celles qui étaient là depuis le début au ICCHR travaillent encore sur cette affaire. Et ensuite, c'est un passage de relais. Enfin, c'est une manière de faire que j'ai aussi voulu raconter en détail parce qu'elle me semble très précieuse en fait. Et donc oui, les équipes bougent, se reconstituent. Et c'est vraiment un combat quand même de longue haleine. Donc il faut se passer le relais aussi. Et dans ce combat, combien de temps ça prend pour vous, pour écrire? Faut faire l'enquête, suivre l'affaire, voir les gens, etc. Quelle est la façon de progresser? Oui, il y a un temps d'enquête qui a été assez long pour ce livre, enfin de 2 ans, 2 ans et demi à peu près. Et puis il y a un moment où un peu mystérieux où on se dit que ça y est, que ça suffit, qu'on a ingéré suffisamment de matière. Dans ce cas, quand même des milliers de documents et de témoignages. Et donc voilà, il faut se mettre à écrire. Okay. Donc ça a démarré, vous avez démarré pratiquement au lendemain de la publication de l'article du Monde, pratiquement. Non, pas du tout. Non, j'ai démarré des années plus tard. Enfin, non, plus tard quand même, peut-être vers 2020 ou quelque chose comme ça, 4 ans plus tard. Non, D'accord. Ouais. Et est-ce que vous gardez une frustration quelconque après maintenant que c'est fait, d'avoir
pas eu quelque chose ou pas obtenu ou cherché quelque chose que vous n'avez pas vu, ou je sais pas, un secret que vous n'avez pas réussi à percer ou... Non, je crois pas parce que, enfin, mon livre, c'est pas un livre de révélation, c'est pas un livre de scoop. J'ai pas cherché à dévoiler une vérité particulière. En revanche, ce que je cherchais à dévoiler, c'était tout un territoire de lutte qui me semble extrêmement intéressant dans une époque où enfin, en tout cas moi, je crois que je suis pas la seule. Je suis gagnée par un grand sentiment d'impuissance et le politique semble très largement impuissant devant beaucoup de choses. Et tout d'un coup, j'ai découvert tout ce territoire de lutte qui utilise le droit en fait comme instrument pour faire avancer certaines choses, pour tendre vers un idéal de justice. Et donc le droit, c'est à la fois c'est paradoxal comme instrument parce que c'est à la fois un instrument de pouvoir qui se fait par ceux qui sont au pouvoir et devant lequel on sait bien que les individus ne sont pas tout à fait égaux, mais c'est aussi un instrument de contre-pouvoir, c'est aussi un instrument qui peut permettre de tendre vers une plus grande justice, vers un rééquilibrage des forces. Donc c'était important pour moi de dévoiler ce territoire de lutte. Voilà. Oui. Alors frustration, je sais pas. En tout cas, disons que j'ai bien conscience que c'est un territoire de lutte très fragile dans les temps dans lesquels on vit, et que l'arme du droit, on voit bien aussi à quel point elle est limitée. On le voit quotidiennement en ce moment, et à quel point notamment le cadre élaboré après la Seconde Guerre mondiale en matière de droit international est en train de finir de vaciller complètement. Donc bon, c'est pas tellement une question de frustration, c'est plus une question d'équilibre entre l'espoir et le désespoir. C'est et le fait, bon, ça vous a beaucoup aidé sûrement, d'être familier, à la familiarité avec le terrain syrien, le fait de connaître un petit peu tous les groupes, bon, d'abord la genèse et l'évolution du conflit sur place, etc. Est-ce que ça a été le côté terrain syrien ce qui vous a attiré aussi sur oui, enfin, disons que c'est, comme je disais, cette idée d'établir des liens, de raconter que cette histoire nous concerne, c'est premier en fait dans mon envie de me saisir de cette histoire. Il y a une phrase qui m'a vraiment hantée, et même bien avant que je me décide à écrire ce livre. Elle a été prononcée par l'un des dirigeants de Lafarge quand il était interrogé par les policiers. Il lui demandait mais quand même, enfin, tous ces argents versés à Daesh, c'est comment c'est possible en fait, et il a répondu mais enfin il n'y avait pas eu le Bataclan, c'était une affaire syrienne. Voilà. Et c'était une affaire syrienne, c'est vraiment quelque chose qui m'a hantée parce que de ce que ça raconte comme vision du monde en fait. D'abord ce scandale absolu du mépris de certaines vies qui est là quand même au cœur de l'affaire, et puis cette vision extrêmement étriquée de la responsabilité en fait qui est je crois enfin en elle-même potentiellement criminelle finalement, et qui a d'ailleurs finalement de manière ironique conduit ces hommes à la catastrophe en fait, même pour eux-mêmes. C'est donc, mais bon, c'est vrai que il y a ils se sont adaptés, on va dire, sur le terrain. Ils se sont adaptés à l'évolution des choses. C'est ça. Ah oui, d'abord, c'est certains groupes armés qui leur commençaient à les racketter. Oui, ok, on va gérer ça. Et puis après, on sous-traite aussi la gestion du racket. Et ensuite, ça monte et ça. Et donc bon, ça a été jusqu'où il pouvait aller, quoi. Mais en fait, on saura jamais jusqu'où il serait vraiment allé, puisque en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'usine a été attaquée par Daesh, et par la force des choses a dû être fermée. Mais même là, au moment où Daesh attaque l'usine le 19 septembre 2014, l'usine est encore en train de fonctionner. Il y a encore des salariés syriens qui sont présents, et d'ailleurs,
alors que les villageois autour s'organisent pour partir parce que Daesh arrive, on demande aux salariés de rester. Et donc jusqu'au bout, et il y a ce message aberrant qui a été envoyé par le dirigeant de la filiale à ce moment-là, qui écrit prenez du sucre, des couvertures, mettez-vous dans les tunnels et puis attendez. Qui est un message dont les salariés syriens m'ont parlé encore des années plus tard et j'ai pu, quand ils le mentionnaient, mesurer encore la blessure en fait qu'avait représenté ce message, en fait, ce mépris total de leur vie en fait. Et donc ils se sont organisés eux-mêmes pour partir et pour sauver leur vie en fait ce jour-là. Donc on ne sait pas vraiment jusqu'où il serait allé encore. Et à ce moment-là, je veux dire, Daesh était à Raqqa déjà depuis plus d'1 an. Le génocide yézidi a eu lieu. C'est impossible d'ignorer, de quoi Daesh s'est rendu coupable. Ça a été couvert partout, ça a été spectaculaire, etc. Je crois qu'on peut passer aux questions. Des questions peut-être, des commentaires, des questions ou en ligne. Allez, à part un. Non, on va commencer par la salle. Allez. Est-ce que le groupe Holcim, qui avait donc racheté Lafarge, s'est impliqué d'une façon ou d'une autre, puisqu'ils ont hérité de cette affaire? Alors, en fait, ils n'ont pas racheté Lafarge exactement, le groupe Holcim. En fait, c'est une fusion qui a eu lieu entre les deux groupes. Et à l'origine, ça devait être une fusion entre égaux. D'ailleurs, la préparation de cette fusion, c'est vraiment la toile de fond aux dernières années de l'affaire. Et elle a sans doute aussi, elle explique aussi sans doute pourquoi certains dirigeants haut placés à Paris ont choisi de pas fermer l'usine, parce qu'il fallait pas déprécier un tel actif au moment de la réalisation d'une telle fusion. Donc ensuite, quand l'affaire a éclaté, Holcim en a largement profité pour en termes de gouvernance, prendre le dessus. Et effectivement, c'était plus une fusion entre égaux, et ce qui donne l'impression que Holcim a racheté Lafarge. Alors, est-ce qu'il savait? En tout cas, si vous voulez, il est difficile de penser qu'il l'ignorait, puisque quand on fait une telle fusion, en fait, on enquête très largement sur les possessions de son partenaire, et à cette époque-là, on pouvait pas ignorer ce qui se passait en Syrie. Donc c'est quand même très difficile de se dire que personne s'est posé la question à aucun moment de savoir comment cette usine pouvait continuer à tourner en Syrie en 2014, dans cet endroit-là particulièrement de la Syrie. Donc je peux pas vous répondre exactement sur ce qu'on savait. En tout cas, il m'est impossible de penser qu'on ne savait pas, qu'on n'avait pas une idée de ce qui pouvait se passer. Bonjour, d'abord merci pour votre travail. Une question, quand on voit les différentes affaires, vous avez cité Vinci, BNP et bien d'autres multinationales. Une première étape a été franchie concernant donc la plainte de l'ONG Sherpa, mais différentes étapes vont encore se succéder avec les possibilités d'appel, de cassation, etc. On est encore parti pour quelques années. Est-ce que vous pensez que l'évolution aujourd'hui du droit pénal et international est de nature à un jour rétablir l'équilibre et remettre un peu d'éthique au sein de ces multinationales qui aujourd'hui font jeu égal avec certains pays? Ou alors, au contraire, si la tendance est plutôt à la déshumanisation et une organisation de tous les pays qui ressemblerait aux pays sous-développés dans leur fonctionnement? Alors, j'ai quand même l'impression globalement que ce sujet n'est plus appréhendé aujourd'hui de la même manière qu'il y a 10 ou 15 ans. Que aujourd'hui, cette impunité, cette irresponsabilité des multinationales, elle est plus acceptée par les sociétés globalement. Et donc le politique se met très lentement à commencer à songer à faire des choses. Alors évidemment, c'est extrêmement compliqué parce que on connaît, il y a des liens très poreux entre ces deux mondes. Mais il y a déjà eu en France une loi importante qui a été votée en 2017, qui était la dernière loi votée, je crois, sous le quinquennat de François Hollande, la loi Devoir de vigilance, qui
qui établit en fait la responsabilité des multinationales sur toute leur chaîne de production. Donc ça vaut que pour le civil. Aujourd'hui, ça vaut pas encore pour le pénal, mais en fait, cette idée-là déjà d'une responsabilité, parce que en fait, dans toutes ces plaintes, ce qui est très compliqué, c'est d'établir ça, d'établir que la maison mère savait ce que faisait la filiale. Dans l'affaire Lafarge, ça a été relativement simple, parce qu'il y a énormément de documents. Mais dans beaucoup d'affaires, c'est ça qui pêche, en fait. Et ça, je pense qu'il y aura un avant et un après affaire Lafarge. Cette idée d'une responsabilité automatique, en fait, de la maison mère, elle va s'imposer et probablement j'espère se traduire dans la loi. Ensuite, en termes de jurisprudence, il y a des choses qui se sont passées autour de cette affaire qui sont très importantes, notamment la reconnaissance par la Cour de cassation qui n'a pas cassé la mise en examen de complicité de crimes contre l'humanité, et qui a donc reconnu une conception large de la complicité, en fait. Parce que les avocats de Lafarge disaient, mais pour être complice de tel crime, il faut adhérer à l'idéologie de ceux qui commettent le crime. Non. En fait, et ça, aujourd'hui, c'est donc la Cour de cassation, donc ça fait jurisprudence, dit que non, en fait, il suffit de savoir que ceux qu'on aide commettent ce type de crime pour se rendre complice en les aidant, en fait, en les finançant. Donc ça, c'est quand même des choses qui sont voilà, qui changent et qui posent des fondements très importants pour ensuite voilà, espérer que mettre fin à cette impunité pour l'instant largement répandue. Mais en fait, les gens s'accordent, même dans le monde de l'entreprise, à dire que il y aura un avant et un après à faire Lafarge. Particulièrement à faire Lafarge. Oui. Ouais. On a donc 2 questions en ligne. La première, quel a été le rôle d'Éric Chevalier en amont de l'installation de l'usine et après en 2011 et en 2012? Alors, je peux pas répondre précisément à cette question. Ce qui est certain, c'est que j'ai évoqué la diplomatie économique tout à l'heure. Donc, il était au moment de l'inauguration de l'usine, etc. Il était l'ambassadeur français en Syrie. Donc, il a accompagné, il a facilité évidemment l'implantation de Lafarge, comme d'autres d'ailleurs, qui n'étaient pas la seule à l'époque, grande entreprise française à s'installer en Syrie à partir de 2008. Donc ça, voilà, ça c'est certain. Et puis ensuite, en fait, tout l'aspect, ce que savait l'État, le rôle de l'État, c'est resté un peu dans l'ombre dans l'instruction, dans la manière dont l'instruction a été menée. Même si les juristes des associations ont demandé à ce que certaines personnes soient entendues, dont Monsieur Chevalier et d'autres, un autre ambassadeur, et Laurent Fabius aussi a été entendu par les juges. Mais je crois qu'il ne faut pas attendre grand-chose de ce volet-là. Lafarge clame en fait, pour se protéger, fait ce récit en fait que l'État savait très bien ce qui se passait et même leur aurait demandé de rester parce que ça permettait de faire remonter des renseignements, etc. Que l'État savait, ça c'est à peu près certain. En tout cas, ils pouvaient pas ignorer. Ils savaient que leur entreprise que cette entreprise était encore là et que donc ça avait forcément, cette présence avait un coût. Voilà, ce qui n'enlève rien. Je voudrais terminer là-dessus sur la responsabilité de l'entreprise elle-même et de ses dirigeants. C'est pas un jeu à somme nulle, la responsabilité. Donc, justement, la deuxième question évoque le fait que Lafarge brandisse l'instrumentalisation par l'État français et surtout les services de renseignement. Et donc, on vous demande quelle est votre conviction profonde quant au maintien de cette cimenterie en Syrie. Moi, je suis certaine que Lafarge faisait remonter des informations, on le sait, aux services de renseignement. Est-ce qu'on leur a demandé de rester pour ça? Moi, ma conviction profonde, c'est que non. Je vois pas comment on pourrait leur demander vraiment de rester. Et ensuite, moi, je tiens aussi parce que j'ai vu des reportages, notamment un reportage, qui semblait encore imprégné d'une forme de fascination, en fait, pour ces histoires troubles et grises et pleines de barbouzes et d'aventuriers. Moi, je suis un peu fatiguée, en fait, de cet imaginaire à l'orée duquel alors je dis pas que c'est pas important de savoir quelle était la responsabilité de l'État, c'est très important, mais
j'ai pas de fascination, si vous voulez, pour le rôle des services secrets dans cette histoire. Je pense que c'est aussi une manière, en fait, d'invisibiliser la souffrance des salariés syriens, des Syriens de manière plus large. Et c'est une vision qui est pas de l'affaire, qui est pas forcément la mienne. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez suivi les développements en Turquie de l'affaire, où cette fois-ci Lafarge est accusé toujours de collusion, mais avec le PKK? Il y a pas de, je crois pas qu'à ma connaissance qu'il y ait d'affaires juridiques en cours, mais il y a, enfin, oui, une présentation de l'affaire, en tout cas, comme, le financement d'entreprises terroristes perçues par, l'État turc inclut aussi le financement des groupes kurdes. Voilà, ça c'est ce que je sais. Moi, j'ai une petite question pour revenir au point que vous avez dit tout à l'heure sur l'argumentation de Lafarge, sur le fait qu'il faut adhérer à l'idéologie pour pouvoir être considéré complice. Mais c'est pas un peu tiré par les cheveux? Je veux dire, quelle était la situation d'avant et d'après? Pourquoi? Parce que là, c'est vraiment un point clé du tournant justement de la considération de l'évaluation justement des actions criminelles. Et il me semble, j'ai du mal à visualiser qu'on ait pu formuler un argumentaire qui me semble vraiment un peu presque infantile d'une certaine manière, non? En tout cas, c'est pas la définition de la complicité qui a finalement été retenue, mais oui, enfin, les avocats de Lafarge ont fait valoir cette vision des choses, en tout cas. Ouais. Je voulais d'abord vous remercier de pas lâcher aussi sur la Syrie pour qu'on continue à en parler, parce que par moments, on n'en parle plus beaucoup. Donc, si vous n'étiez pas là parfois donc, je voulais une question sur les retours que vous avez sur ce livre qui est sorti il y a pas très longtemps, mais enfin, quels sont les retours sur cette question, voilà, sur ce livre, sur cette question? Les retours de qui? Bon, je pense que vous avez été à l'Institut du monde arabe, donc il y a eu pas mal de discussions, donc les retours des lecteurs, les retours des associatifs, les retours de ceux qui s'intéressent à la Syrie. Et peut-être une deuxième question, si ma première n'est pas, je trouve que ces derniers temps, le régime syrien revient un peu à travers ce qui se passe au Moyen-Orient, et décrit d'une façon un peu différente, et je m'inquiète de la façon dont on reparle du gouvernement ou de Bachar el-Assad. Oui, ça fait quelques années effectivement qu'on peut craindre une forme de normalisation dans le discours. Et d'ailleurs, je repense à la question d'Ala tout à l'heure sur ma frustration. Peut-être que j'ai une part de frustration sur ce sujet-là, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui est absent de la procédure juridique aujourd'hui, parce que Lafarge, pour rester en Syrie, a versé des taxes au régime syrien pendant des années, et y compris après le début de la guerre, même s'il opérait, si l'entreprise opérait dans une zone qui a rapidement été dans les mains de l'opposition. Et donc ça, c'est vrai que c'est une partie en fait de la réalité qui est pas rentrée vraiment dans l'affaire. Et ça c'est vrai que c'est quelque chose qui quelque part je trouve très 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 frustrant, et qui effectivement contribue. C'est vrai que quand on parle de cette affaire, on parle assez peu finalement du régime syrien, ouais. Et de la collusion qui a été nécessaire en fait pour aussi maintenir l'activité et la développer aussi dans un premier temps. Régime syrien et les hommes du régime syrien, enfin la mafia autour laquelle mafia ne cesse de grandir aujourd'hui. Elle a changé de visage, mais maintenant il y a une mafia d'enrichis de guerre assez remarquable. Et sur la première question, les retours lecteurs, déjà, c'est trop tôt peut-être. Oui, c'est un peu tôt, mais enfin, en tout cas, il y a je crois un intérêt pour le travail de ces juristes. J'ai l'impression qu'il y a
je me trouve souvent reliée peut-être au lecteur par ce besoin de pas totalement désespérer, et donc de trouver là, oui, une forme d'espoir. Voilà ce que je peux percevoir pour l'instant. Oui, comme quoi l'impunité n'est pas totale et pour tout le monde, et oui, même si maintenant c'est un peu dur à prouver. J'aurais donc pour ma part une petite question. Vous, dans votre livre, vous mettez vachement en avant les voix de tous ces salariés syriens qui ont été finalement assez peu écoutés, de ce que j'ai pu comprendre au fur et à mesure du processus judiciaire. Est-ce que vous savez aujourd'hui où sont ces salariés syriens, ceux avec qui vous avez pu échanger par exemple, et si leurs voix ont été considérés dans une certaine mesure dans le processus judiciaire? Alors dans la procédure, oui, ils ont été quand même entendus pour certains. Alors ils sont pas assez nombreux à avoir pu venir parce que c'est extrêmement compliqué d'un point de vue logistique pour certains, des questions de visa. Mais quand même, les juges ont tenu à les entendre, et c'est voilà, enfin c'est fondamental, et ils les ont entendus, enfin en donnant vraiment le temps et en accordant le plus grand sérieux à leurs paroles. Maintenant, pour ceux avec lesquels j'étais en contact, il y a un désespoir qui s'ajoute à tous les autres désespoirs, parce que ils ont pensé que en révélant l'affaire, et d'ailleurs il leur a fallu du temps pour intéresser des médias avec leur affaire, mais ils ont pensé qu'en la révélant, ils obtiendraient rapidement réparation, et évidemment ça n'a pas été le cas. La justice s'inscrit dans un temps extrêmement long dans ce type d'affaires, parce que les ressources de la défense sont illimitées, et tous les recours possibles. Donc c'est vrai que c'est aujourd'hui il y a pour certains un désespoir supplémentaire, voilà, de jamais voir leur préjudice être réparé. Pour la question de l'endroit où ils se trouvent, certains sont en Syrie, certains sont en Turquie, certains sont en Europe, enfin comme le reste de la population syrienne. Oui, puis en même temps, bon, ces procédures comme d'autres, quand on pense à toutes les autres procédures en cours contre les gens du régime, sur la torture ou sur les crimes, c'est un temps que c'est vrai que les Syriens se disent c'est quand qu'on va être reconnus, c'est quand qu'on peut avoir des réparations, c'est quand que les familles pourront penser connaître les vérités, etc. C'est toujours très long, le temps de la justice par rapport au... On a une question, Olivier? Ouais. Moi, deux petites questions à nouveau. Dans la première, c'est plutôt pratique. Est-ce qu'on sait quel est l'ordre de grandeur des bénéfices qui a fait Lafarge dans cette histoire? Parce qu'entre prélèvement, un risque et tous les coûts, en tout cas, qui sont annexes, j'imagine la marge doit être extrêmement importante. Ou vraiment, c'est vraiment c'était aveugle juste pour des petits bénéfices. En fait, oui, enfin, les bénéfices se sont très rapidement effondrés après le début de la guerre. Alors eux faisaient le pari, en fait, que s'ils tenaient suffisamment longtemps, la guerre prendrait fin. Et évidemment, il n'y a pas mieux pour une cimenterie que d'avoir le grand marché de la reconstruction qui s'ouvre. Donc leur pari, c'était de tenir pour ensuite pouvoir profiter. Mais entre 2012 et 2014, leurs bénéfices, non, c'était très très réduit. Qu'est-ce qui est devenu cette usine? Alors l'usine, après donc la prise par Daesh, a été reprise par les Kurdes quelques mois plus tard. Les forces spéciales américaines et françaises se sont installées dans l'usine. Et puis voilà. Alors les gens de Lafarge ont voulu assez tardivement voir s'ils pouvaient relancer son activité, parce que ils sont déterminés. Et en fait, la remise en action coûte très très cher, et notamment il faut déminer, en fait, parce que Daesh a largement miné tout cet espace. Donc voilà. Donc pour l'instant, elle est inactive, mais elle a été plus ou moins protégée, puisque
les Français se sont donc débrouillés pour faire passer ces coordonnées GPS, notamment aux forces américaines et aux autres forces impliquées dans la lutte contre Daesh, pour qu'elles ne soient pas bombardées. Et ça marche. Voilà. Et c'est solide le travail de Lafarge. Oui. Moi, j'ai une autre petite question. En fait, quelle a été la chose la plus difficile dans la rédaction, dans l'écriture de ces livres pour vous? Je sais pas, je pense que ça a été quand même cette fréquentation du cynisme, je crois, puisque quand même la moitié du livre est consacrée au récit de l'affaire et des crimes, et je crois qu'à la longue, c'était un peu pénible. Je voudrais vous poser une question sur votre vision de l'institution judiciaire qui reste éloignée quand même de ce qu'on peut appeler la justice. Quand on voit les évolutions en 94, BNP aux alentours du 16-18 juin finance une cargaison de 80 tonnes d'armes pour Goma au Zaïre, juste à la frontière avec le Rwanda. 30 ans plus tard, il y a eu quelques procédures en cours. Jusqu'à maintenant, on n'a rien vu. Quelques années plus tard, BNP récidive au Soudan en se transformant en banque centrale pour Omar el-Béchir, qui à l'époque hébergeait Oussama Ben Laden et le terroriste Ilis Ramirez Sanchez, alias Carlos le Chacal. Jusqu'à maintenant, on entend beaucoup parler, peut-être de temps en temps, pour ceux qui sont vraiment sur le dossier, mais rien en termes de l'évolution de la procédure au niveau de l'institution judiciaire, qui, disons-le, reste très éloignée de ce qu'on attend de la justice. Quelle est votre vision sur... Oui, je partage votre vision. Il y a un manque de moyens, il y a un manque de volonté politique, il y a des tas d'obstacles. Mais moi, je tente de voir ce qui plutôt avance. Et j'ai l'impression que sur ces affaires, il y a plutôt aujourd'hui davantage d'ouverture d'instruction, davantage de mise en examen. Même si, il faut le dire, l'espace de lutte de ces juristes est très menacé, parce qu'il y a aussi des procédures bâillons, il y a aussi des problèmes d'agrément qui sont donnés ou pas à ces associations qui sont engagées dans ce type de lutte. Donc voilà, c'est un espace qui est fragile, mais j'ai quand même l'impression qu'aujourd'hui c'est quand même une arme qui se révèle être de plus en plus efficace. Même si, enfin, je suis d'accord, au regard des nombreux crimes commis, tout ça reste très insatisfaisant, mais je tente de regarder ce qui donne plutôt un peu d'espoir. Bon, on va peut-être, si vous voulez avoir une dédicace du livre, je crois que Justine. Les livres sont aussi à l'entrée. Merci. Voilà. Merci à tous. Merci Justine. Merci à la fin. Et bon.